suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Je suis en direct live, toujours au réseau FitMeet. Aujourd'hui, je vais avoir avec moi Sacha et Guillaume et on va parler d'un sujet, on en parlait en off justement avec Guillaume. Un mot qu'on entend souvent maintenant parler, le terme de sport santé. Juste avant de démarrer sur voilà, quelle est votre vision des choses? Est-ce qu'on peut déjà expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent qui tu es, Guillaume, Sacha? Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, s'il vous plaît? On démarre de suite l'atelier dans la salle Bunker, ça démarre maintenant. C'est parti. Allô, oui. Donc bonjour, moi je m'appelle Guillaume Marcignac. Donc ça fait un peu plus de 14 ans que je suis sur le secteur du fitness. J'ai travaillé pour une enseigne, j'ai géré un club bien sûr, comme vous. Et puis j'ai travaillé sur l'expertise métier jusqu'à intégrer un comité de pilotage. Et je suis sorti en 2021 pour créer une structure qui s'appelle FormU, qui est dédiée au développement et à la gestion des compétences. Et donc nous on travaille principalement sur ce qu'on appelle la formation et le recrutement, qui sont des problématiques et des vraies thématiques du moment. Et j'interviens pour la Société française de sport santé, qui est une société savante, scientifique, qui permet de travailler sur cet aspect sport santé, aussi bien du côté médical que du côté sportif, et de réunir en fait une collégiale autour de médecins, de professionnels du sport et de professionnels de la santé pour essayer de gager de la qualité par l'activité physique auprès des clubs, et ça on en reparlera dans le podcast. Excellent. Sacha? Bonjour, moi c'est Sacha Rullier, je travaille pour la société Inbody, des solutions d'impétentométrie professionnelle qui rentrent dans le cadre aujourd'hui de l'accompagnement de KVD, puisqu'on a aujourd'hui des bilans certifiés avec des publications qui permettent d'avoir des indicateurs pour pouvoir prendre en charge aujourd'hui les pathologies chroniques. Donc ma mission première, bien évidemment, c'est de développer la marque, bien évidemment. Après, la collaboration avec Guillaume sur la labellisation, elle est cohérente, puisque la formation est très portée sur le programme spécifique, très portée sur l'accompagnement, le suivi et la quantification des résultats. Donc nous, on se positionne aujourd'hui là-dessus sur la qualité de nos bilans. Donc on entre complètement aujourd'hui dans un parcours santé, dans un parcours client dans les clubs sur le sport santé. Ok, très bien. Alors j'aimerais justement qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat et qu'on parle de sport santé. Ce que je te disais en off, Guillaume, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est sport santé, j'ai l'impression. Je voudrais que cet épisode, pour les patrons de clubs, pour les coachs aussi, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, vous, la vision de ce que c'est et qu'est-ce que ça implique, du coup, pour une structure ou pour un coach? Alors le sport santé, faut bien se dire qu'effectivement ça existe depuis de nombreuses années. Il y a eu l'amendement Fourneron 2015-2016, donc il y a eu un essor autour de ça. On a souvent parlé d'océan bleu, c'était le titre de la thématique, parce qu'on se dit qu'effectivement il y a du prospect à aller chercher, mais c'est pas que ça, c'est une véritable démarche. Et donc le sport santé, on parle d'activité physique et sportive dans une perspective d'améliorer le bien-être et la santé des pratiquants. Donc ça veut dire que ça regroupe toute une panoplie et tout un panel de pratiques et de disciplines
Et en ce sens, les activités de fitness, les salles de sport, le personal training, le functional training, toutes ces activités concourent effectivement à l'amélioration de la qualité de vie d'un certain nombre de pratiquants. Et aujourd'hui, sur le marché du fitness, en fait, il y a un taux de pénétration qui est celui qu'il est, mais aujourd'hui, il faut aller chercher des pratiquants qui sont des non-pratiquants. Et malheureusement, je ne vais pas redonner les chiffres, mais vous le savez, autour de la sédentarité notamment, les gens ne sont pas assez sportifs, ou en tout cas n'entreprennent pas assez d'activité physique au quotidien. Et donc du coup, dans ce sens, l'activité fitness répond parfaitement. Donc le sport santé, en fait, j'ai envie de dire tout le monde en fait, et tu as tout à fait raison d'évoquer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 niveaux de prévention. Le premier niveau de prévention, effectivement, c'est je fais de l'activité physique ou je fais du sport, des activités sportives, dans une perspective d'être en meilleure santé, mais surtout de prévenir les facteurs de risque. Le deuxième niveau de prévention, c'est malheureusement, c'est l'apparition de la maladie, et je commence à essayer d'évincer le maximum de facteurs et de complications qui pourraient apparaître. Et le troisième niveau de prévention, c'est la maladie est installée et j'essaye de limiter tout ce qui pourrait intervenir et tout ce qui pourrait faire du bien au cours de la maladie pour que la personne, dans une perspective de santé, vive mieux au quotidien. Donc j'ai envie de dire, le premier niveau de prévention étant, je fais une activité physique et sportive en me disant que je limite les facteurs de risque et je fais quelque chose de bien pour ma santé. En fait, les clubs en sont remplis. Donc c'est vrai que dans la démarche sport santé, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la plupart des clubs font du sport santé sans le savoir, avec une démarche qui n'est pas formalisée. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu aussi ce pourquoi je suis là et ce dont on va parler, c'est que le sport santé est régi par des codes, des règles et par une réglementation. Et en ce sens, les clubs de fitness et les personnel trainers se doivent de le faire de manière qualitative, si on veut se différencier. Et du coup, c'est quoi les problèmes majeurs que l'on rencontre pour justement mettre en place cette démarche de sport santé? Alors le premier problème, et on en a parlé en off aussi, c'est qu'en fait il y a une vraie méconnaissance. C'est-à-dire que quand on se dit sport santé, et puis j'ai discuté avec certains patrons de clubs ici, on se dit ok, je vais accueillir quelqu'un peut-être avec une limitation fonctionnelle en fauteuil, je vais accueillir quelqu'un avec une bouteille d'oxygène, je suis pas capé pour, mon équipe est pas enclin à gérer cette partie-là. Donc en fait ça répond déjà à 2 obstacles majeurs qui sont j'ai une méconnaissance du sport santé, de l'environnement et du champ du sport santé, qu'est-ce que ça implique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un listing des ALD qui est disponible sur le site de la CPAM, et dedans, vous allez retrouver l'obésité et le surpoids, vous allez retrouver le diabète, vous allez retrouver en fait des maladies chroniques que vous traitez, que vous accueillez déjà en club. Sauf qu'effectivement, ils n'ont pas forcément les coachs n'ont pas la prérogative et les formations nécessaires pour les encadrer, et surtout, il n'y a pas de process formalisé pour les encadrer. Mais en fait, en vrai, les 2 premiers obstacles majeurs, c'est la méconnaissance en se disant, oulala, ça va être trop lourd, c'est compliqué, il faut de l'investissement, il faut y passer du temps, il faut formaliser une démarche, voilà. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Et le deuxième problème, souvent, et c'est un problème très actuel et pas que au secteur du fitness, c'est le RH. Oui, parce que moi, il y a une vingtaine d'années, je me souviens dans les clubs généralistes, et c'est ça aussi la beauté des clubs, c'est qu'il y a tout type de personnes qui viennent s'entraîner. Moi, je me souviens, on avait un BE, on avait quelques connaissances sur, on va dire, pour accompagner les gens. C'est vrai que j'ai été amené avec les clubs où j'ai été à avoir des personnes, tiens, ça je ne connais pas, bon, j'allais voir. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement est-ce que la démarche, elle doit venir, je suppose, du propriétaire du club pour mettre en place les actions? Qu'est-ce que je peux, si je suis coach, qu'est-ce que je peux aussi mettre? Ah tiens, la santé, ça me parle réellement. Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, à titre perso? Est-ce que je dois, voilà, est-ce qu'on doit aller te voir? Est-ce qu'il y a des choses sur Internet qui peuvent nous aider pour essayer, du coup, de faire les choses du mieux possible, quoi? Oui, alors déjà, je te dirais que le premier élément, c'est déjà une mission et une vision. C'est l'élément clair, c'est de se dire, ok, je suis au fait. Le sport santé, ça me parle. Moi, je veux aller dans cette voie. Je sais que j'accueille déjà des gens dans une perspective d'amélioration de leur niveau de qualité de vie. Donc, en fait, c'est pas forcément que le gérant. Oui, bien sûr, c'est une stratégie qu'on peut choisir d'adopter. Mais ça peut être l'équipe qui pousse aussi en ce sens-là, en se disant aujourd'hui, on accueille déjà des publics à bateau. Je pense qu'on devrait se professionnaliser ou qu'on devrait aller sur ce sujet-là. Donc, c'est avant tout la mission et la vision. Et le petit tips que je pourrais donner et dont on parle souvent en formation, mais peu en fait en formation initiale, que ce soit en BP ou autre, c'est en fait, tu le sais, c'est les tests. Quels sont les tests validés scientifiquement ou les tests simples que je peux mettre en place au quotidien? En fait, on rentre déjà dans le champ du sport santé aujourd'hui, dans le cadre de la prise en charge. Souvent, on fait un premier bilan.
j'ai mon anamnèse, je prends tout ce que j'ai à prendre, je fais ma caractérisation à les rangs plus ou moins poussés, et je me dis ok c'est bon, j'ai assez d'infos, on y va. Donc là c'est parti, on lance la séance, écoute on va faire un échauffement, faire un corps de séance, et puis à la fin on finira comme ça. Ok, mais on part sur quelle base en fait? Donc les tests, c'est déjà la première chose qu'on voit dans le cadre de la formation E3S Sport Santé, et c'est de se dire ok qu'est-ce que je mets en place pour évaluer le niveau de la personne, et se dire ok voilà le point de départ, peu importe le jugement de valeur autour des valeurs scientifiques, en fait on s'en moque un peu, le tout c'est de se dire on a un point de départ. Le test, dans la mesure où il va être duplicable et reproductible dans les mêmes niveaux de conditions, ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer tout de suite et savoir si c'est mieux, c'est moins bien, pourquoi, quels sont les facteurs qui ont joué. Et juste le fait de mettre en place des tests suffit déjà en fait à avoir une démarche, on va dire, un peu plus qualitative et qui rentre dans le champ du sport santé. Parce que je sais évaluer, je sais mettre une périodicité pour réévaluer derrière. Et en ce sens, l'impédance métrie, pour le coup, InBody répond parfaitement à ça. Déjà, par la mesure scientifique et la qualité, et ensuite parce que l'impédance métrie fait partie aussi des tests corporels, mobilité, souplesse, force, voilà. Mais l'impédance métrie en fait partie. Donc ce serait l'outil, on va dire, indispensable à avoir pour mettre en place ce type de démarche? Pour moi, oui, et je laisse la main à Sacha là-dessus. Je ne vais pas dire le contraire. En fait, je pense qu'il faut, qualifier l'intégration client. Plus vous proposez de tests, plus c'est un gage de professionnalisme, plus la valeur perçue est là. On ne peut pas, à un moment donné, quand on passe sur le sport santé, ça veut dire qu'on met une croix sur le côté loisir de fitness et on passe sur un service d'intérêt général. On prend un accompagnement aujourd'hui des pathologies, donc c'est important aujourd'hui de mettre les moyens sur les outils, aussi bien sur la formation, pour ne pas commettre d'erreurs, parce qu'on rentre dans une réglementation après dans le sport santé juridique, et c'est ce qui fait un peu peur aujourd'hui au club de fitness. C'est un investissement, mais c'est un investissement aujourd'hui qui est nécessaire parce que c'est une prise en charge avec un enjeu de santé. Donc voilà, les barrières un peu des clubs aujourd'hui, c'est peur de la réglementation, peur de l'investissement, mais aussi je pense que c'est peur de faire le pas du loisir vers le service d'intérêt public général. Bon, alors que le marché, Guillaume le disait tout à l'heure, le marché il est là. Il y a peut-être 8,2% de taux de pénétration pour la remise en forme. Tout le monde se bat sur ce public-là, alors qu'il y a un potentiel énorme ailleurs et une vraie demande. Il y a 63% de cas d'ALD en France. Oui, vous parliez de bilan, d'évaluation. Oui, encore plus quand on s'adresse à de la santé, mais je veux dire, tout point de départ, enfin moi qui suis passionné de sport, de performance, mais même monsieur et tout le monde, si tu n'as pas de point de départ, on parlait de business dans les autres interventions où il faut des KPI, un coach, ok, je vais t'entraîner, mais je ne sais pas du tout qui tu es, ce que tu fais, enfin voilà, ça paraît évident dit comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres outils aussi qui pourraient nous aider à, je sais pas, il y a des choses spécifiques aussi à savoir sur ça, d'autres outils? Oui, dans le cadre du sport santé, tu as aussi des questionnaires qui sont des questionnaires basiques, mais des questionnaires de santé qui déjà permettent de toucher du bout des doigts sans forcément rentrer dans une anamnèse complète, de savoir si la personne a des facteurs de risque, notamment le QAP, qui est le plus utilisé, et l'ONAPS, qui travaille l'Observatoire national notamment sur l'activité physique et la sédentarité, qui eux ont tout un package en fait de questionnaires qui soient aussi bien motivationnels que physiques que santé, et qui permettent déjà de gager de la qualité. C'est ce que je dis des fois à certains clubs, même ne serait-ce que des fois le mettre en ligne peut être en fait une source d'acquisition où dès le départ je mets à disposition ce test, le prospect ou l'adhérent va faire et il va se dire je suis peut-être pas autant actif que j'y pensais. Donc effectivement c'est la clé d'entrée, c'est peut-être la clé de conversion vers effectivement l'abonnement, le personal training, voilà. Donc oui, il y a aussi ces tests papier, mais qui permettent de créer déjà un vrai climat de confiance, un vrai lien avec la personne. Quand on évoque et qu'on commence à toucher des problèmes de santé, effectivement, on sait que il va falloir l'aborder avec bienveillance, mais on touche à un truc qui est émotionnel, qui tient à la personne, et la seule histoire qui intéresse le client, c'est la sienne. Exactement. On parle beaucoup, là on est dans un événement de club de fitness indépendant, on parle beaucoup de comment je peux faire pour me différencier du marché qui est ultra concurrentiel.
je suis propriétaire de club, comment je dois me positionner moi concrètement? Est-ce que déjà, je serais aussi curieux de savoir, parce que j'en connais pas de mémoire, des clubs qui sont 100% du coup sport santé, qui ont mis tout leur focus là-dessus. Voilà, si aujourd'hui je suis un club où je fais un petit peu de tout, est-ce que j'ai pas une perte, ou est-ce qu'il n'y aurait pas justement une opportunité pour moi, un enjeu majeur dans mon club, dans ma région? Enfin, c'est quoi vos idées par rapport à ça? Est-ce que vous pourriez me dire? Alors, pour moi, déjà, si on veut gager de la qualité, c'est effectivement la labellisation sport santé. Donc, on en reparlera, mais quand on est patron de club, le premier élément à se dire, si on fait du sport santé, on l'a déjà un peu évoqué, il y a pas mal de choses, donc ça veut dire qu'on s'engage sur une démarche qualitative, donc c'est différenciant. Nous, l'objectif avec la Société française de sport santé, c'est effectivement d'avoir des points d'ancrage locaux sur des clubs sur lesquels on peut s'appuyer, qui soient des clubs effectivement certifiés, hein, avec ce gage de qualité-là. Et voilà, je pense que c'est... alors ça paraît souvent un peu nébuleux, on se dit c'est difficile, en fait c'est juste je me pose un moment, c'est de la stratégie, hein. Je prends le temps de faire les choses correctement, et en fait je regarde quel est le marché local autour de moi, puisque c'est vrai qu'on en parle souvent, il y a la labellisation salle sport santé, mais il y a aussi les maisons sport santé, attention. Donc il y a un modèle qui est plutôt, je vais pas dire sous perf de l'État, mais qui est plutôt un modèle public, et l'autre qui est plutôt un modèle privé. Les deux coexistent et cohabitent. Donc en fait, c'est pas incompatible. La plupart des clubs labellisés, nous qu'on a, travaillent avec les maisons sport santé. Aujourd'hui, on l'a évoqué avec certains patrons de clubs, les maisons sport santé ne peuvent pas assurer l'intégralité et couvrir l'intégralité de l'offre sport santé. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se tourner vers des prestataires autres, et qui sont effectivement les clubs de fitness. Aujourd'hui, dans le modèle économique, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, pour connaître le business du fitness, je considère qu'on peut difficilement faire un club full sport santé et ne faire que du sport santé. C'est prendre un risque, non pas parce qu'il n'y a pas la clientèle, mais parce que c'est un modèle qui est quand même assez exigeant, qui est très processisé, sur lequel j'accueille des publics, sur lesquels il va falloir que je prenne plus ou moins de temps. Et si on se dit, je veux faire un peu de volume, on rentre effectivement dans ce modèle de la passoire. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que je vends des abonnements plus chers avec un petit peu moins de monde, et auquel cas je fais un encadrement qualitatif, ou est-ce que je fais du volume, je vends un peu moins cher, et je bats en frontal avec des low cost, et là c'est un petit peu plus difficile. Donc pour moi, aujourd'hui on ne peut pas faire un full sport santé, il faut garder sa structure de club, puisqu'on l'a fait déjà avec une mission, avec une vision, avec une envie, avec des valeurs. Et ensuite, il faut essayer d'y greffer le sport santé progressivement, sachant qu'encore une fois, dans la plupart des clubs, il existe déjà des publics à pato, dont souvent vous n'avez même pas connaissance, et qu'il faut aller chercher, c'est les premiers à encadrer. Donc, la démarche sport santé, elle n'est pas difficile en fait à mettre en place, et ça ne demande pas de mettre le braquet total et de changer l'orientation du club. Il faut vraiment l'intégrer dans son modèle actuel. Donc du coup, beaucoup de questions du coup me viennent. Si je décide de mettre en place ce label-là, est-ce qu'il y a un timing? Ça prend plus ou moins de temps? Comment ça se passe? Est-ce que dans 6 mois j'ai le label et je peux démarrer? Enfin, ça se passe comment? Oui, dans 6 mois comme dans 2 mois. En fait, la clé, c'est effectivement un cahier des charges. Alors la labellisation, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est se dire, je rajoute une surcouche qualitative à mon cahier des charges. Un peu comme ISO, les normes ISO 9001, ouais. 24001, et on est exactement dans ce cadre-là. Et c'est de se dire, souvent, quand on me demande quelle est la différence, c'est que je vais exploiter sur mon territoire un cahier des charges qui est complémentaire. Et donc, du coup, le prospect, quand il vient, c'est de dire, OK, même si vous n'avez pas de pathologie, je vous le dis, aujourd'hui, on est labellisé salle sport santé. L'avantage pour vous, ça veut dire qu'on a une surcouche supplémentaire sur la sécurisation des pratiques, sur le parcours, sur l'accompagnement, sur la formation des coachs. Donc déjà, rien que ça devient en fait un argument commercial. Donc il faut l'exploiter vraiment à 100%. La labellisation, ça peut aller relativement vite. En fait, la clé de voûte, c'est la formation du personnel. Donc en fait, il y a 2 modèles. Il y a soit je recrute ou j'ai dans mes équipes des APA, qui peuvent être des licences ou des masters APA, qui ont suivi le cursus universitaire, où là, ils ont déjà la prérogative pour encadrer ces publics à pathologie. Ils ont souvent l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, ils ont pas mal de choses. Ou sinon, le deuxième modèle, c'est de se dire j'ai un BE, j'ai un BP, et en ce sens, la Société française de sport santé a mis en place une formation de 40 heures, qui est moitié learning, moitié présentiel, distanciel, et qui permet de couvrir en fait déjà le parcours de soins, comment ça se passe pour quelqu'un qui rentre dans le champ du sport santé, 2, la prise en charge motivationnelle, qu'est-ce que je fais au quotidien, comment je fais pour gager du public que j'ai en face et comment je vais pouvoir l'accompagner. Et 3 et 4, on traite les pathologies, donc 30 pathologies encadrées, donc cœur, obésité, diabète, troubles musculo-squelettiques, maladies respiratoires et quelques maladies auto-immunes autour. Donc
quand on a couvert ça, en fait, on se dit, ouais, c'est vrai que là, je me rends compte que j'ai pas mal de personnes qui rentrent dans ce cadre-là. Et cette formation, elle est accessible, elle est assez rapide. Le but, c'est pas de faire une évaluation, c'est pas un diplôme de formation initiale, c'est un niveau de formation complémentaire qui permet, encore une fois, là, comme argument commercial, de gager de la qualité et pour le patron de club, de valoriser ses équipes aussi. Qu'on soit clair, il y a des problèmes de RH aujourd'hui. La formation n'est pas assez exploitée dans les clubs. Vous avez du budget qui est alloué pour ça. Ce budget sert à ça, sert à valoriser les équipes, à les remercier, à les fidéliser, à les faire grandir en compétences. Ça représente un avantage concurrentiel et ça permet aussi de fidéliser, de faire du qualitatif dans le club. Il ne doit pas y avoir beaucoup de coachs APA au niveau France. Ça représente beaucoup de professionnels aujourd'hui. La problématique, nous, alors, pour t'aiguiller là-dessus, c'est qu'on fait du recrutement. Et en fait, dans les APA, tu as ceux qui ont exclusivement fait un parcours APA, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'encadrer ces publics APATO. Ils travaillent souvent en centre psy, en centre spécifique, rééducation et autres. Donc ils sont habitués à un mode de prise en charge qui n'est pas forcément du one-to-one et qui n'est pas forcément à travailler avec du petit matériel ou avec du matériel. Voilà. Donc ça nécessite plutôt un reformatage un petit peu des... Ouais, et puis souvent, moi j'ai deux cas de figure. J'ai ceux qui ont fait un peu d'entraînement perso, qui viennent du haut niveau, qui sont APA, voilà. Eux, ils s'acclimatent facilement, ils connaissent l'environnement de la salle de sport. Et il y a ceux qui ne maîtrisent pas du tout, donc là, il ne faut pas y aller. Et à ce moment-là, moi, c'est ce que je dis, il vaut mieux prendre un BP ou un BE, le former, même lui faire après des formations complémentaires, ça existe aussi, et de se dire, ok, j'ai quelqu'un qui colle parfaitement à mes valeurs, qui connaît l'environnement du fitness, qui connaît le parc matériel, qui est capable de me faire de la programmation d'entraînement, et on va lui ajouter toute la partie prise en charge, bienveillance, empathie, agilité, pathologie, pour qu'il fasse de l'encadrement vraiment de manière très qualitative. Donc je dirais qu'il n'y a pas un modèle qui fonctionne mieux que les autres. L'avantage de l'APA, c'est qu'effectivement, ça parle davantage au domaine médical, puisque cette formation universitaire a été mise en place de base pour faire une passerelle avec le corps médical. Donc effectivement, les APA, ça leur parle, les éducateurs sport santé, un peu moins, et parce qu'il y a aussi des formations qui valent ce qu'elles valent, et voilà, donc il faut faire attention. CQP, du coup, ils peuvent... Oui, CQP aussi, oui. Au contraire, CQP, aucun problème, CQP-IF rentre parfaitement là-dedans. Des personnes en reconversion qui ont souvent aussi eu un premier parcours de vie, qui savent exactement de quoi on parle et qui, je dirais même à la limite, sont extérieurs de base à ce secteur du fitness, même s'ils sont pratiquants, et ils ont un regard, une vision un peu différente. Et souvent, on se dit, quand on accueille ces publics-là, on a l'habitude de faire quelque chose et on se dit, on va rester là-dessus, sauf qu'en fait, il faut se positionner, Johan le disait très bien tout à l'heure, dans le regard du client et se dire, ok, si j'arrive demain, je suis un public à pathologie, je suis étranger au secteur du fitness, de la remise en forme, de l'accompagnement, est-ce que le lieu me convient, est-ce que la personne me convient, est-ce que l'encadrement me convient, est-ce que en fait on répond à toutes ces questions-là. Donc formation des équipes, ok. Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement, je ne sais pas, est-ce qu'il faut casser une partie du club, est-ce qu'il faut agrandir certains espaces, enfin, est-ce que, alors je suppose que ça dépend beaucoup du club ou autre, mais voilà, est-ce que ça me demanderait beaucoup d'investissement de mettre en place ce label? Ça nécessite un certain investissement, oui, notamment sur la qualité du matériel. C'est souvent ce qui fait un peu freiner certains clubs de s'engager, de prendre cette direction-là. C'est un réaménagement aussi, une adaptation des espaces pour revoir aussi le club. Et puis, comme j'ai dit à pas mal d'indépendants là pendant 2 jours, c'est de prendre cette décision à un moment donné d'une communication différente où on va être porté sur le bénéfice client. Et là, on parle plus de cardio-muscu-corpo, on parle de prévention des chutes, on parle d'obésité, on parle de sarcopénie, voilà, le stress, l'anxiété, meilleur sommeil. On va sur l'objectif aujourd'hui que recherche le consommateur. Je trouve que le fitness fait trop cette erreur aujourd'hui, il parle trop produit plutôt que parler bénéfice client, alors que clairement, quand un prospect pousse la porte d'un établissement, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi et qu'est-ce que je peux faire pour lui. Tout le monde pousse la porte pour avoir un objectif. Moi, quand j'ai des clubs aujourd'hui qui me disent qu'ils viennent pour un lien social, il y a plein d'opportunités pour faire du lien social. Il y a des cafés, il y a des pubs et des rooftops. Non, peut-être qu'il veut du lien social, mais il vient chercher un objectif. Et clairement, si on répond à cet objectif, il y aura beaucoup moins d'attrition. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a un investissement, mais c'est un investissement qui va être... L'investissement, c'est ridicule, parce que genre c'est un outil, une balance. Moi, je voyais ça,
il fallait que je fasse, je sais pas, des espaces plus grands, j'en sais rien, mais pour le coup, pour moi, c'est ridicule en termes d'investissement si c'est juste ça. Alors ça dépend, je laisserai Guillaume après, mais ça dépend, on peut aller sur du matériel adaptatif qui est un peu plus coûteux, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se positionne sur une partie sport santé, on est service client. Donc forcément, on va monter les prix. On va proposer quelque chose qui soit rentable, qualitatif, ou avoir une meilleure récurrence. Donc j'ai envie de dire que l'investissement, il est amorti, il est justifié. Et puis c'est la notoriété du club et la différenciation aussi. Quelqu'un aujourd'hui qui se positionne sur du matériel technologique va déjà se différencier par rapport à un modèle standardisé. Oui, pour compléter ce que dit Sacha, et pour te répondre, moi je vois des clubs toute l'année et je vois de tout. C'est-à-dire je vois des généralistes qui entreprennent une démarche sport santé, je vois des studios de personal training qui ont même des fois juste un traîneur. On parle d'un petit studio, un petit site d'accueil, ça fonctionne. On parle, là j'ai visité à côté de l'Île-sur-la-Sorgue il y a 2 jours un modèle où on est proche du kiné, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont des APA, qui ont été formées, qui ont chacune un BTS nutrition, donc il y a vraiment cette prise en charge holistique et chacun a son espace de travail. C'est-à-dire qu'on est sur un club de 500 mètres carrés sur lequel il y a 3 espaces de travail distincts et sur lequel les 3 traîneurs interviennent. Voilà. Donc en fait le modèle il est complètement ouvert. Effectivement, il y a des niveaux de sport santé. Soit je fais du full sport santé et j'accueille un peu dans le modèle que je viens de te présenter, ou je suis un club généraliste et entre guillemets, je fais de la prise en charge sport santé si on me le demande et j'ai une offre à tiroir qui permet de le faire, mais je ne révolutionne pas le club. Par contre, après, effectivement, il y a aujourd'hui, on en a largement parlé, mais avec la data, avec le digital, la possibilité de tracer des résultats, notamment avec Jim, avec Technogym, avec le biocircuit, enfin voilà. Il y a plein de technologies qu'on peut mettre, mais aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est pas le matériel qui fait venir du genre des prospects dans les clubs. Non, mais ça c'est important parce que souvent, je pense que dans la tête des patrons de club, forcément, voilà, la préoccupation. Si j'ai pas besoin d'investir 50 à 100 000 euros pour lancer un nouveau service, pour moi c'est rassurant. Et après, effectivement, si je vois qu'il y a de l'attrait, que mon positionnement, ma vision aussi des choses change et que j'ai envie de mettre encore plus le focus. Bien sûr que, voilà, je pense que c'était important de dire qu'on peut démarrer avec très très peu. Pour moi, c'est de l'investissement qui est ridicule, formation des coachs, balance, voilà, ça va pas non plus aller très très loin, quoi. Et en plus, facilement rentabilisé, puisque la formation, vous avez du budget OPCO, donc autant vous dire que dans tous les cas, c'est pris en charge et vous avez quasi rien en reste à charge, qu'on soit clair. Nous, on ne vend pas des formations à 5 000 euros, c'est de l'ordre à peu près de 750-800 euros la formation, donc c'est vraiment un budget très light par rapport à ce que vous avez. Et on parle d'un impédance mètre, notamment pour le matériel body, sur lequel vous allez pouvoir rentabiliser le modèle, parce qu'au-delà de l'exploiter dans le club, je l'évoquais avec certains, il y a un modèle aussi qui est en train de voir le jour qui s'appelle le sport en entreprise, et sur lequel, dans le cadre de la prévention santé, vous pouvez aussi travailler là-dessus. Et donc ça veut dire que il devient encore plus exploitable et encore plus rentabilisable. Donc non, c'est pas on est dans l'ordre de l'investissement du très raisonnable. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour que je puisse me lancer, en sachant que voilà, j'ai ce label que je peux avoir assez rapidement. Bon, la formation, ça va nécessiter après en interne voilà, de retravailler les process, et puis c'est comme tout, c'est de l'amélioration continue et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour que je puisse lancer le service de la meilleure des façons? Alors oui, je dirais presque même ça va devenir indispensable. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, avec ce taux de pénétration qui est quand même assez faible sur le secteur du fitness, il va falloir aller chercher des nouveaux publics, qui sont des nouveaux publics peu ou pas pratiquants, qui sont des publics qui peuvent être atteints effectivement de maladies chroniques. Là, on parle de qualité, donc il y a de la qualité de la prise en charge, c'est un élément de différenciation, mais on a parlé de la fidélisation tout à l'heure, c'est un élément de fidélisation fort. Quand je viens dans une perspective de santé, je suis plus enclin à rester dans mon club si c'est qualitatif. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Quand mon médecin m'a fait une prescription médicale et qui m'a dit, en fait, là on dit il n'y a pas le choix, il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, je te le dis, c'est des années d'espérance de vie en moins et tu aggraves entre guillemets ton cas en t'exposant à des facteurs de risque de complications. Et à un moment, on se dit bon, j'ai pas trop le choix. Alors c'est des fois pour certains
dans le mindset, c'est un peu plus contraignant parce que je prends pas des médicaments et je reste pas dans le canapé. Et aujourd'hui, c'est une mission de santé publique aussi, on l'a dit. Hein. C'est là où en fait c'est une mission, une vision et le club de fitness aussi, la personne qui s'engage là-dedans doit se dire j'ai une véritable responsabilité sociétale, j'interviens de manière active sur la société, sur le bien-être des personnes et je communique, sachant en parler, je communique en local, je m'inscris en local là-dedans et je suis capable effectivement de graviter autour de chez moi, de faire des partenariats gagnant-gagnant, de travailler avec des acteurs de santé locaux, et d'encadrer des personnes et d'avoir, je le disais, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'intervenais au DOS Métier de la Forme à Toulouse et c'est pas du tout en fait la même gratification même pour le traîneur. Dans le sens où quand j'encadre quelqu'un qui vient pour de la prise de masse et que je fais évoluer, oui bien sûr, en fonction de ce qu'il va faire, j'ai de la gratification et j'avance, mais quand j'accueille quelqu'un qui n'est pas capable de faire 5 minutes de rameur, 5 minutes de vélo, 5 minutes de marche sur un tapis à 4 km/h, et que l'année d'après, c'est quelqu'un qui fait 10-15 minutes de tapis, 10 minutes de rameur, 15 minutes de fonctionnal, on est quand même sur autre chose. Donc, quand le soir je ferme la porte du club ou du studio, je vais me coucher, je me dis ok, quelle a été la gratification? La santé de la personne. Là, c'est merci. Merci Andy de m'avoir accompagné. Merci. Aujourd'hui, je revis. Je peux courir derrière mes petits-enfants. Je peux courir dans les escaliers. J'ai beaucoup plus de mobilité. On est au-delà de l'aspect pratico-pratique. Je mets en place, il y a de la fidélisation, il y a du parcours client, il y a de la qualité. J'ai une véritable responsabilité sociétale et je réponds à une problématique qui est bien actuelle et sur laquelle, en fait, il va y avoir peu d'autres réponse que du médicament, que de l'activité physique, et on sait l'activité physique a été reconnue comme une médication non médicamenteuse. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, quand tu vas chercher, alors pour les clubs qui à 19, 29, 39, qui sont juste de la location de machines, on va pas s'occuper de, donc entre guillemets, on s'en fiche un petit peu du passé de la personne. Pour les clubs indépendants qui, on le dit souvent, doivent monter en gamme, il va y avoir besoin à un moment donné de ok, mais qui j'ai en face de moi? Et honnêtement, vu l'état de santé déplorable des gens aujourd'hui, c'est très rare que les gens te disent ils n'ont pas un truc qui va pas, quoi. Alors après, est-ce que ça rentre dans le cadre ou pas du sport santé? Peut-être pas tout, mais voilà, à chaque fois il y a forcément des problématiques et ça nécessite pour nous en tant que professionnels une nouvelle fois, je pense aussi du professionnel. À un moment donné, il va falloir être expert de 2-3 domaines, parce que quand tu rentres dans la santé, on le voit bien dans les médecins. Quand je suis médecin généraliste, je connais rien, je connais un peu tout, mais pas vraiment. Donc je pense que le prochain step après, il va y avoir de la spécialisation et de l'expertise dans des choses comme ça. Mais l'approche est intéressante et là, par rapport à notre discours, je comprends mieux en fait si je devais mettre en place ces choses-là. Est-ce qu'il y a vous voyez d'autres choses qu'on n'a pas abordées? Pour reprendre ce que tu disais, Andy, quand on est sous prescription, c'est la mise en place d'un parcours santé. Et le parcours santé, on va s'appuyer sur des secteurs pluridisciplinaires. Et j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus que ça devienne pluridisciplinaire, mais interdisciplinaire. Parce que c'est un travail de cohésion. On doit s'appuyer aujourd'hui sur un médecin, on doit s'appuyer sur un APA, on doit s'appuyer sur un club sport santé, on doit s'appuyer sur un diététicien nutritionniste. C'est tout un parcours santé, en fait, qui est à disposition du patient ou du client. Donc plus le parcours est enrichi, plus on a de résultats. C'est une mission thérapeutique, le sport santé. Donc le club de fitness devrait être dans un pôle santé, quoi. Oui, où en fait tu fais ton travail un petit peu de thérapeute, c'est que tu es prescripteur. Comme un médecin, tu es prescripteur du sport. C'est de l'adaptatif, tu sais aujourd'hui t'adapter par rapport à la pathologie aujourd'hui qu'on t'a envoyé. C'est ça en fait. C'est toute la différence aujourd'hui sur un club de remise en forme standardisé, traditionnel. Il est porté sur une mission athlétique et esthétique. Là, on est vraiment sur une mission thérapeutique. Est-ce que moi, en tant que coach, du coup, j'aurais tout intérêt à travailler ce créneau-là, ou en tout cas des domaines d'expertise sur la santé, et du coup d'être force de proposition pour aller voir les clubs et leur dire voilà, moi je suis expert dans tel domaine, Enfin, je trouve que c'est une source aussi de comment trouver du travail assez facilement, non?
Ah ben complètement, parce qu'aujourd'hui il y a une offre de formation qui se déploie, donc il y a possibilité de se former sur le sommeil, sur la récup, sur la nutrition, sur plein de choses. Et oui, la prise en charge, au-delà du fait qu'elle doit être holistique, c'est effectivement une manière de pouvoir aller aborder les clubs en disant ok, sauf que moi je suis peut-être un petit peu différent, je peux vous proposer ça aussi, ça et ça. C'est une vraie plus-value pour le club, c'est le moyen des fois de faire de la vente additionnelle, pour ton personal training aussi. Donc c'est un flux complémentaire. Et puis, comme le disait Sacha, dans l'interdisciplinaire, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler aussi, même si je suis personnel trainer indépendant, de m'entourer d'un panel d'acteurs avec qui je travaille et je suis capable de faire le relais et en ce sens de proposer quelque chose qui est une prise en charge qui est globale à 360 et de faciliter la vie en fait aux prospects, aux clients, aux pratiquants. Aujourd'hui, le client, il a besoin que ça soit simple, pratique, efficace. Donc effectivement, des fois, même pour 5 ou 10 euros, il se dit bon, laisse tomber, je ne vais pas aller courir à l'autre bout de la ville pour aller connaître quelqu'un, on peut le faire dans le même cadre, ça s'intègre dans une offre globale, on y va quoi. Et du coup, ça me fait penser en termes de modèle économique pour moi, sur ce créneau de sport santé, est-ce que ça nécessite automatiquement de mettre en place du coup de la personnalisation du one-on-one ou voilà, est-ce que vous avez vu des démarches différentes dans du groupe, mais du groupe un peu, on va dire où il y a les mêmes profils de personnes. Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes de ce côté-là? Alors pour moi, la prise en charge, elle doit quand même être individualisée et personnalisée. C'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que vraiment c'est super difficile d'encadrer même 2-3 personnes. Il faut quand même qu'il y ait eu cette évaluation au préalable. C'est peut-être difficile de monter sur un impédance mètre et de se confronter à tout le monde, même si c'est un peu isolé. Enfin voilà. Donc, oui, après l'anamnèse, forcément, elle sera de manière individuelle, mais je pensais à parce qu'il y a un business model qui commence à bien fonctionner, c'est tout ce qui est semi-privé où je suis capable de m'occuper les 3 PAVA. Vous deux, vous avez des programmes personnalisés différents, mais je suis là en fait pour driver et puis pour vous coacher au sein même de l'entraînement, quoi. Oui, ça fonctionne, les modèles duo, en personal training, modèle duo, mari et femme, de potes, de copines, voilà, ça fonctionne très bien. Il y a aussi le small group qui rentre dedans. C'est pas parce que je fais de l'accompagnement et que j'ai fait de la prescription et que j'ai fait de la planification d'entraînement individuel que je peux pas intégrer du small group. Et en ce sens, il y a des concepts qui se développent, qui sont faits sur base de postural ball ou autres, qui fonctionnent très bien, où il n'y a pas besoin d'encadrer 10 personnes, ça peut être beaucoup plus petits groupes, et on fait de l'ultra personnalisé, et on peut même effectivement, comme tu le disais, même si moi j'aime pas parce que c'est pas inclusif et c'est pas mon modèle et mes valeurs à moi, mais on pourrait regrouper des personnes qui viennent pour la perte de poids, des gens qui sont des diabétiques, des gens qui ont des limitations fonctionnelles, voilà. Pour moi c'est pas inclusif, donc la responsabilité sociétale ça me plaît moins, mais ce modèle existe, il y a des clubs qui le font et ça roule. Okay. Après, la prise en charge du sport santé, elle est catégorisée en 3 niveaux. C'est-à-dire qu'on va prendre au départ quelqu'un effectivement en total accompagnement pour l'emmener à la semi-autonomie, pour l'emmener ensuite à l'autonomie. Et quand on arrive à un niveau déjà de semi-autonomie, on se rend compte qu'avec l'évolution et la progression du client, du patient, souvent il est demandeur à aller vers l'autonomie. Donc il y a un vrai cheminement du sport santé, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de l'argent ou perdre trop de temps parce qu'on fait que de l'accompagnement. Il y a une demande différente et il y a un protocole de niveau 1, 2, 3 et la prise en charge à un moment donné va vers l'autonomie. Et on n'a pas parlé, mais le patient client, il est remboursé. Il est remboursé, ça marche comment? Ouais, je me disais on va pas y venir, mais si. Alors il n'y a rien côté sécu, c'est vous le savez là, avec la thématique du moment et ce qui se passe de manière sociétale, on parle de la journée de travail supplémentaire à 7 heures pour pouvoir financer la sécu, mais au-delà de ça, il n'y aura pas forcément de remboursement sécurité sociale. Par contre, les mutuelles jouent le jeu et jouent le jeu de plus en plus. Il y a de plus en plus de tables rondes, il y a des documents qui existent, qu'on peut faire passer de manière très facile. Horizon Santé fait ça et répertorie toutes les mutuelles qui prennent en charge l'activité physique et selon s'il y a des ALD, s'il y a la maladie chronique, voilà. Et il y a même des mutuelles qui poussent un peu plus le truc en versant une participation incitative à la pratique en se disant on va essayer de lutter contre la sédentarité, donc ils ciblent, ils font des groupes et ils disent telle personne peut rentrer dans tel groupe test et auquel cas on verse une participation. Alors des fois c'est de l'ordre de 50 €, c'est toujours ça paye une séance.
Donc voilà, il n'y a pas vraiment de remboursement à proprement parler, mais par contre il existe une participation mutuelle qui des fois est quand même assez conséquente. Si on ajoute à ça une participation d'un CSE avec un remboursement d'entreprise, on peut commencer à aller sur une quasi-totalité. Et en plus de ça, il y a des parcours en région qui se mettent en place, des fois sous l'impulsion de certaines sociétés privées ou des fois même du public, sur des appels à projets pour prendre en charge sur l'amélioration de vie d'un certain nombre de pratiquants. Et là, on rentre dans un financement ARS, CHU et autres dispositifs enveloppe budgétaire départementale ou régionale. Le consommateur, lui, il est au courant de ces opportunités-là ou malheureusement non. Ouais, okay. Malheureusement non, le sport santé évolue de manière très nébuleuse. Depuis 2015, c'est vraiment, on entend un peu plus parler, mais c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup évolué. On se confronte à une problématique, nous, sur le secteur marchand privé, c'est comme ça qu'on nous appelle le secteur sportif marchand privé, au public, aux maisons sport santé souvent. Donc des fois, il y a un amalgame aussi en se disant, oula, mais je ne comprends pas vers qui il faut que je m'oriente. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est très très nébuleux, mais en fait c'est assez clair et assez simple. Les offres sont tout à fait complémentaires. Et aujourd'hui, il existe des maisons sport santé qui encadrent et qui ont une vocation d'orientation. Et il y a des clubs privés qui travaillent en semi-autonomie avec les pratiquants ou en one-to-one permanent. Et là, voilà, on est sur une offre privée, mais qui fonctionne très bien. Dans tous les cas, les maisons sport santé ne pourront pas couvrir l'intégralité du volume de personnes à prendre en charge dans le champ du sport santé. C'est impossible. Ok, très bien. Bon, je pense que j'ai plus d'autres questions. J'ai une vision beaucoup plus claire du coup. Donc ça, c'est cool. Un dernier conseil du coup à partager à ceux qui nous écoutent, patron, manager, coach, sur ce sujet. Le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il y a un vrai enjeu sur le sport santé. Aujourd'hui, pour un club indépendant, c'est une vraie différenciation. Après, obtenir le label, c'est un gage de qualité. Moi, je dis toujours, en plaisantant, hein, mais c'est un petit peu le guide Michelin ou le guide du routard de la remise en forme. On sait qu'il y a un vrai service client, il y a des experts, il y a des professionnels. En revanche, c'est un peu plus cher. Je peux recommander qu'au club de remise en forme d'aller sur ce plan-là parce que l'enjeu est public et social. Il y a une demande. C'est un nouveau public, novice, mais acheteur de services. Après, obtenir le label, c'est une chose. Après, il y a des démarches, je l'ai dit tout à l'heure, hein, se rapprocher des corps médicaux, enrichir son offre et créer aussi des partenariats avec les mutuelles. Okay. Et moi, là, je vais sortir de ma casquette Société française de sport santé, mais plus patron d'organisme de formation. Formez-vous. C'est le truc, aujourd'hui, on ne peut pas. Quand on dit c'est la formation professionnelle continue tout au long de la vie, formez-vous. C'est le secteur du fitness, c'est l'un des rares fitness qui n'exploite pas forcément ses budgets, qui ne se forme pas, soit par méconnaissance, ou soit parce que j'ai pas forcément d'idées, je sais pas. Mais en fait, l'objectif, c'est l'ouverture, il faut vraiment s'ouvrir. Et même si on ne va pas jusqu'à la labellisation, se former à minima sur du sport santé, sur une formation qui n'est pas très contraignante, en vrai, ça coûte rien, c'est pris en charge, encore une fois, il y a du budget. Pourquoi ne pas le faire? Ne serait-ce que pour valoriser les équipes et leur dire, ok, ne serait-ce que pour votre culture perso, votre ouverture d'esprit, travailler là-dessus, c'est voilà, travailler sur des tests à mettre en place. Et on en a parlé dans la formation, on en parle de tous ces tests qui sont validés scientifiquement ou pas, mais qui sont très simples à mettre en place, qui ne demandent même des fois pas forcément de matériel. Et si je suis personal trainer, que j'interviens en domicile ou que j'interviens dans un club, ça suffit en fait, mais la formation aura servi à ça. On retire toujours quelque chose d'une formation et je dirais voilà, formez-vous et différenciez-vous par la qualité. Éloignez-vous du modèle low cost d'enseigne, partez sur quelque chose de nouveau, répondez à une mission de santé publique et surtout allez capter une nouvelle clientèle qui certes au début fait toujours un peu peur, hein, on sort de notre zone de confort et puis au final on se rend compte que c'est chouette, c'est gratifiant et c'est pas si compliqué que ça. Le problème de la formation, on en parle depuis de longues années, donc c'est sûr que voilà, si vous nous écoutez, voilà, que ce soit dans n'importe quel type de voilà, domaine, si vous voulez être meilleur ou si vous voulez travailler dans développer un autre service, c'est important à un moment donné de savoir ce que l'on fait, quoi. Et je souligne juste une dernière chose, à titre indicatif, hein, vraiment pour les acteurs de la remise en forme, c'est le classement du consommateur français aujourd'hui. Le secteur loisir arrive en dernière position.
C'est-à-dire que quand il a payé ses crédits, quand il a payé son alimentation, son carburant, les études des enfants, bah, le loisir, c'est en dernier. C'est si il me reste quelque chose, je consomme. Et parmi le premier rang, à même hauteur, à même titre que l'alimentation, il y a la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt à dépenser pour sa santé. Et aujourd'hui, c'est plus avec des cachetons et des médicaments que essayer d'avoir une démarche. Ouais, après ça, ça va diminuer. Il y aura moins de prise en charge aussi. Donc, à prendre en considération aussi le sport. On le sait, Guillaume le disait tout à l'heure, il y a un vrai bénéfice. On le dit depuis des années. C'est notifié, c'est dans des articles, c'est dit. Maintenant, il y a de plus en plus d'offres. Faut que ça se démocratise. C'est ça qui est navrant, c'est qu'on sait tout ce qu'il faut faire, mais voilà. Faut le mettre en action. Et on est effectivement catalyseur de ça, quoi. Donc à nous de continuer à véhiculer on va dire toutes ces bonnes choses pour qu'on essaye. Enfin, en tout cas, j'essaye moi à mon échelle, ma petite échelle, de faire bouger 2-3 lignes. Mais c'est vrai que tu sens que c'est un chemin. On aura toute une vie, je pense, pour travailler sur ça, quoi. Ouais, c'est poussif, et puis on le voit. Enfin, le professeur François Carré le dit. Et la dernière campagne de l'ONAPS le montre aussi, puisque c'est des visuels. On peut être sportif de haut niveau, être sédentaire. Donc attention, il y a quand même ce risque de sédentarité, il est valable pour tout le monde en fait. Donc ça s'adresse vraiment à tout public. Eh ben merci les gars, c'était super intéressant. Moi j'ai appris plein de choses, donc merci à toi. Merci à tous. Merci Andy. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.